Comment réussir une rupture amoureuse? Bienvenue dans ce 5e épisode de cette série où je réponds à ta question. Si tu veux en savoir plus sur cette série, tu peux aller voir cette vidéo. Et si toi aussi tu veux poser ta question, tu peux utiliser ce lien. Alors la question que j'ai choisie aujourd'hui va peut-être te paraître un peu bizarre parce que comment réussir une rupture amoureuse? On pourrait se dire mais attends, si on est déjà au stade de la rupture, c'est que c'est déjà trop tard, il n'y a plus rien à réussir. Ce qu'il faudrait peut-être réussir, c'est la relation en elle-même, non, tu crois pas? Mais moi j'aime bien cette formulation de cette question, c'est pour ça que je l'ai choisie. Parce qu'en fait, une rupture amoureuse, ça peut se passer de plein de manières différentes. Ça peut être un moment de déchirement, de haine, de violence, de rancune, d'accusation, ça peut être juste la catastrophe. Et une rupture amoureuse, ça peut aussi bien se passer. Donc dans cette vidéo, on va voir concrètement qu'est-ce que ça veut dire bien se passer et comment faire en sorte de traverser ce moment délicat avec le plus de conscience, avec le plus d'attention à soi, de bienveillance pour soi, parce qu'en fait ce moment de la rupture amoureuse, on va voir que ça peut être vraiment un moment privilégié pour se rencontrer soi-même, pour opérer en soi des transformations qui vont être juste précieuses pour la suite. Et le fait de vivre cette rupture de cette manière-là, avec conscience et avec ce regard et ce discernement intérieur de ce qui est en train de se passer, c'est aussi potentiellement ce qui va faire que, pour la suite, que tu choisisses de t'engager à nouveau dans une relation ou pas d'ailleurs, mais que la suite va être beaucoup plus légère, libre, réjouissante et nourrissante. Donc c'est vraiment pas du tout anodin, donc installe-toi bien, parce qu'à mon avis, cette vidéo va être assez longue, j'ai pas mal de choses à te dire, et on y va? C'est parti! Je suis Karine Despouchards, je suis thérapeute énergéticienne et enseignante indépendante. Dans cette vidéo, je vais répondre à ta question qui est « Comment réussir une rupture amoureuse ?» Pour bien commencer, il y a quelques prérequis qui me semblent essentiels de bien regarder, de bien discerner, pour avoir de bonnes bases. Premier ensemble de choses à discerner, à bien regarder dans le cadre de cette relation avec cette personne, c'est de discerner, donc de ne pas confondre aimer, être amoureux, être en couple et vivre avec la personne. Bah oui, parce que tu peux très bien ressentir de l'amour au sens large pour cette personne, mais sentir que c'est plus cet état amoureux, que tu n'es pas ou que tu n'es plus amoureuse de cette personne-là ou amoureux de cette personne-là. Tu peux très bien sentir que tu te sens amoureux ou amoureuse, mais c'est pas forcément ok d'être en couple avec cette personne-là, c'est vraiment deux choses différentes, être amoureux et être en couple avec. Et tu peux très bien être en couple avec cette personne-là, et sentir que c'est pas ok de vivre avec cette personne-là. Tu vois, donc il y a plein de manières de jouer avec tout ça, et ça me paraît déjà une première base de voir toi où tu en es dans cette relation. Est-ce que tu te sens amoureux ou amoureuse? Est-ce que tu sens que tu as envie, vraiment là, ici et maintenant, d'être en couple avec cette personne-là? Et est-ce que tu sens que c'est ok pour toi de vivre avec cette personne-là? Donc déjà, je t'invite à prendre un temps pour regarder tout ça. Et oui, parce que comment tu veux bien vivre déjà une rupture amoureuse si t'es pas vraiment clair avec ce que tu ressens vraiment, avec ce dont tu as envie et ce dont tu as besoin? Deuxième prérequis. Quand je te dis qu'une rupture amoureuse, ça peut vraiment bien se passer, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que quand même, bien souvent, une rupture amoureuse, c'est douloureux, on va pas se mentir. Donc bien se passer, qu'est-ce que je veux dire par là? Une rupture, c'est un deuil qui va passer par un certain nombre d'étapes, je vais t'en reparler un peu plus tard dans cette vidéo, et ce deuil va remuer des émotions et réactiver d'anciennes blessures, de manière plus ou moins intense en fonction de l'engagement que tu as eu dans cette relation. Et ces blessures, ces émotions sont souvent en lien avec d'anciennes blessures qui viennent de ton enfance. Je parle de blessures d'abandon, de rejet, de trahison, d'humiliation. Et donc toutes ces anciennes blessures de ton enfance vont potentiellement être réactivées au moment de cette rupture amoureuse. Alors là, peut-être que tu vas me dire « Ah ouais, super !»
Genre j'ai mes blessures d'abandon, de rejet, de trahison qui sont réactivées et toi tu vas me dire que ça va bien se passer. Ça peut être un peu bizarre. Donc moi ce que je veux dire quand je veux dire que ça peut bien se passer une rupture amoureuse, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait les deux personnes vont pouvoir vivre ces différentes étapes du deuil dans une atmosphère réciproque de confiance, de bienveillance et de respect. C'est ça que j'appelle bien se passer, c'est vivre ces différentes étapes, vivre ce processus de deuil, vraiment dans une ambiance qui permet de le vivre le plus rapidement possible, le plus confortablement possible. C'est ça que je veux dire, hein, sans se jeter la vaisselle à la figure, sans se faire traiter de nom d'oiseau, sans être dans les reproches, les accusations, tu vois? C'est ça que je veux dire, et c'est possible de vivre ce deuil, qui est quand même douloureux, mais avec cette confiance, ce respect, cette bienveillance, et en fait cet amour, c'est possible. Et quand c'est le cas, c'est clair que ça rend quand même les choses beaucoup plus douces, beaucoup plus faciles, et si on peut dire, plus confortables. Troisième prérequis, je sais pas si tu as remarqué, mais tu n'as pas pu contrôler cette relation. Et bien de la même manière que tu n'as pas pu contrôler cette relation, tu pourras pas contrôler non plus cette rupture et la manière dont elle va se passer. Et oui, je sais, notre mental ego, lui, il aimerait bien contrôler les situations, les gens, tout comment ça se passe pour que ce soit tout bien. Mais en fait, c'est pas comme ça que ça marche. Et heureusement, en fait. Donc, tu peux imaginer qu'une relation, c'est un peu comme une corde qui est tendue entre deux personnes. Et toi, ce dont tu peux prendre soin, ce sur quoi tu peux agir, c'est ton bout de la corde que tu tiens ou pas, la manière dont tu tiens ce bout de corde et la manière dont tu en prends soin. Là, tu peux agir là-dessus. Mais après, l'autre, la manière dont lui ou elle tient son bout de corde, ce qu'il en fait, s'il le tient, s'il le lâche, comment il ou elle en prend soin, t'as pas de prise là-dessus. Ça ne t'appartient pas. Tu n'as rien à faire par rapport à ça. Et c'est ok. Et je sais que c'est pas un truc qui est toujours facile à intégrer, mais heureusement que tu n'as pas à venir en ingérant sur ce que l'autre fait de son bout de sa relation avec toi. Donc si tu sens que c'est pas très satisfaisant la manière dont ça se passe, la relation avec l'autre, et que tu trouves que l'autre est pas dans une posture super constructive, bah déjà il y a à regarder les effets miroirs. Est-ce que toi tu sens vraiment que tu incarnes cette bienveillance, ce respect, cette confiance dans ta relation avec l'autre? Et c'est pas si simple d'avoir ce discernement déjà en soi-même. Est-ce que vraiment c'est ce que toi tu vibres? Est-ce que toi vraiment c'est ce que tu incarnes? Comment est-ce que tu lui parles à l'autre? Comment est-ce que tu te comportes par rapport à cet autre? Tu vois, donc il y a bien à regarder ces effets miroirs. Et puis ensuite, si toi vraiment tu as la sensation que l'autre te manque de respect et que ce qui se passe dans l'interaction c'est vraiment pas ok et pas juste pour toi, bah il y a à regarder la distance que tu mets dans ta relation avec cet autre. Non pas forcément pour te protéger, parce que là on est encore dans un paradigme de guerre, de défense et d'attaque, mais juste par amour pour toi, te mettre dans la juste distance qui fait que tu te sens à l'aise, et que tu te sens en sécurité, et que tu peux te détendre, et que tu peux vivre les choses de manière peut-être plus confortable pour toi. Tu vois, donc il y a vraiment ces deux axes, incarner la posture, expliciter, et vraiment prendre soin de ton bout de la relation, être vraiment dans cette forme d'exemplarité, et puis ensuite choisir la juste distance, celle où tu te sens à l'aise. Très bien, alors ces quelques prérequis étant posés, je vais partager maintenant quelques clés pour t'aider à vivre donc cette rupture amoureuse le mieux possible. Premier axe que je te propose de discerner pour bien vivre une rupture amoureuse, c'est déjà de regarder quelles sont tes croyances concernant ces ruptures. Comment est-ce que, à ton avis, c'est censé se passer? Qu'est-ce qui se fait et qu'est-ce qui se fait pas dans le contexte d'une rupture amoureuse? Est-ce qu'on est censé se haïr, mal se parler, se jeter la vaisselle à la figure, s'accuser de plein de choses? Est-ce que pour rompre, il faut qu'il y en ait un des deux, voire les deux, qui ait commis des fautes? Est-ce qu'il faut qu'il y ait un coupable? Est-ce qu'il faut qu'il y ait un bourreau et une victime pour qu'il y ait une rupture amoureuse? Ou est-ce que c'est juste possible de se séparer parce qu'on constate que c'est plus ok de former un couple avec l'autre? Et est-ce que c'est possible du coup de débriefer, de se parler, voire de se toucher,
Bien sûr, ces croyances, tes représentations sur comment une rupture amoureuse est censée se passer, ça dépend de ce que tu as observé, peut-être dans ton enfance, peut-être dans ta famille, peut-être dans ton environnement au sens large. Et puis bien sûr, ça dépend de tes précédentes histoires amoureuses et de tes propres expériences directes. Certaines personnes préfèrent vivre une rupture amoureuse dans un climat de violence, de reproches, d'accusations, parce que au moins comme ça, c'est clair. Avec cette forme d'agressivité, comme ça au moins, il n'y a pas d'ambiguïté, on peut tirer un trait et on passe à autre chose. Et pour certaines personnes, c'est donc plus facile de vivre la rupture dans ce climat d'agressivité, de haine, parce qu'on a la sensation de contrôler les choses, d'avoir raison, donc c'est sécurisant quelque part, ça donne une forme de puissance, et ça permet de pas trop avoir à regarder en face cet endroit en soi où on est juste désespéré, où on se sent perdu peut-être, on se sent terrifié, on se sent profondément seul, profondément triste, et c'est hyper douloureux. Et donc pour pas mal de personnes, c'est plus facile d'être dans cette agressivité pour pas aller voir tous ces endroits-là qui sont profondément douloureux. Donc je t'invite à aller voir ces croyances et ces représentations que tu as sur les ruptures, peut-être à regarder comment tu as vécu tes précédentes ruptures, et du coup de pouvoir avoir un peu plus d'espace pour choisir, là, celle peut-être que tu es en train de vivre maintenant, comment tu as envie de la vivre. Si tu te sens concerné par cette représentation de la rupture amoureuse qui doit forcément se passer dans l'agressivité, dans la haine, dans la violence, dans la rancœur, alors je peux te faire ce témoignage que oui, c'est possible de vivre une rupture amoureuse dans la bienveillance, dans le respect, dans la confiance, dans la douceur. Oui, c'est possible. Si l'on est très clair avec le fait que aimer, être amoureux, être en couple, ce sont vraiment des choses différentes. Et si l'on se rend compte que là, le couple, il est terminé, puisqu'il y a cette rupture, peut-être qu'on est encore amoureux ou pas, ça c'est regardé au cas par cas, mais on peut regarder avec beaucoup plus d'acceptation et de douceur que oui, on ne forme plus un couple. Ça veut pas dire que peut-être il y a plus d'amour au sens large, ça veut pas dire que peut-être on peut pas prendre soin de la relation avec l'autre, et qu'on ne peut pas continuer à prendre soin de son bout, en tout cas de la relation avec l'autre, et être ouvert à l'autre, et dialoguer peut-être avec l'autre, et débriefer peut-être avec l'autre, ça peut être super riche, ça peut être vraiment des moments précieux aussi de la relation avec cet autre. Parce que la fin du couple, ou la fin d'être amoureux, c'est pas forcément la fin de l'amour. Et là, je suis pas en train de dire que c'est pour entretenir une forme d'ambiguïté, que la relation peut-être va se reformer, qu'on va retourner avec. Pas du tout. C'est pas du tout ça que je suis en train de dire. On peut être très au clair avec le fait que le couple, c'est fini. On peut être très au clair avec le fait que, non, je me sens plus amoureux ou amoureuse de cette personne-là, mais ressentir encore une forme d'amour, de tendresse, de chaleur pour l'autre, et à encore avoir envie de prendre soin de la relation avec l'autre. C'est aussi possible, ça. On peut continuer à souhaiter que l'autre soit bien, que l'autre soit heureux, que l'autre s'épanouisse, y compris sans nous, y compris en dehors de la relation qu'on a formée. On peut ressentir de la gratitude pour la relation qu'on a eue avec cette personne, pour le couple que l'on a formé avec cette personne, pour tout l'amour que l'on a partagé avec cette personne, pour toutes ces expériences, qu'elles aient été agréables, désagréables, confortables, inconfortables, mais on peut ressentir de la gratitude pour tout ça. Et on peut aussi ressentir de la gratitude pour le fait que là, maintenant, ce soit terminé. Donc tu vois, une rupture, c'est vraiment pas forcément cette violence, cette haine, cette rancœur, mais vraiment pas forcément. Ça peut être vécu de plein de manières et ça peut être vraiment vécu d'une belle manière. La troisième clé que je t'invite à regarder, c'est vraiment de prendre conscience que la manière dont tu vis cette rupture amoureuse, c'est vraiment le miroir, ça révèle complètement la manière dont tu as vécu la relation avec cette personne. Je vais te donner deux exemples complètement opposés, mais qui sont assez typiques de ce que l'on peut ressentir dans le cas d'une rupture, pour que tu puisses comprendre ce que je veux dire. Une manière, par exemple, de vivre une rupture amoureuse avec quelqu'un, c'est de se sentir soulagé, de sentir comme une forme de libération, comme une forme d'allègement, c'est le « ouf », tu vois ? Donc ça, c'est une manière possible et assez typique et assez fréquente de vivre une rupture amoureuse quand même. Alors si ce type de ressenti pour une rupture, ça te parle, voici quelques pistes d'exploration non exhaustives
sur la manière de vivre une relation de couple. Il est hyper fréquent dans un couple, avec le temps, quand les habitudes s'installent, qu'il y ait un peu cette sensation que l'autre nous appartient un peu et qu'on appartient un peu à l'autre. Et puis il va y avoir toutes ces croyances, toutes ces représentations sur comment le couple est censé fonctionner, qu'est-ce que je suis censé faire dans le cadre d'un couple, parce que je suis en couple avec cette personne-là, donc qu'est-ce que je suis censé faire, qu'est-ce que je dois à l'autre, qu'est-ce que l'autre me doit, comment c'est censé fonctionner. Tu vois, par exemple, la sexualité. Est-ce que c'est un dû? Est-ce que c'est un devoir dans le couple ou pas? Qu'est-ce qui se passerait s'il n'y avait plus ou pas de sexualité? Autre exemple qui peut générer cette sensation, là, ce sentiment d'allègement et de soulagement lorsqu'il y a une rupture, c'est est-ce qu'au moment où j'étais en relation, est-ce que j'avais pas un peu tendance à prendre l'autre en charge? Est-ce que prendre en charge l'autre, c'est la même chose que l'aider, le soutenir, ou même juste coopérer avec lui? Ou est-ce peut-être que c'était l'autre qui avait tendance à me prendre en charge et je me sentais contrôlée et quelque part maintenant je me sens plus légère? Tu vois, donc il y a à regarder aussi ce genre de choses. Après, dans le cadre d'une relation, d'un couple, il y a aussi les interdits. Est-ce que dans le cadre du couple, il y a des choses que tu ne t'autorisais pas ou que tu ne t'autorisais plus? Par exemple, tout simplement dormir seul. Dans le cadre d'un couple, c'est envisageable ou pas pour toi? Sortir toute la nuit avec ses potes sans l'autre, c'est possible? Et faire l'amour avec quelqu'un d'autre, c'est envisageable dans le cadre d'un couple ou pas? Tu vois, donc si tu ressens au moment d'une rupture amoureuse cette sensation d'allègement, de soulagement, de libération, il y a comme ça quelques éléments que tu peux regarder. Est-ce que tu t'es forcé, est-ce que tu t'es contraint à certaines choses dans le cadre de cette relation? Est-ce que tu avais la sensation d'être sans arrêt en train de prendre l'autre en charge? Ou est-ce que, par effet miroir, tu avais la sensation d'être sans arrêt en train de te soumettre quelque part au contrôle ou à la prise en charge de l'autre? Est-ce que tu t'es carrément interdit de vivre certaines choses dans le cadre de cette relation? Et d'une manière générale, est-ce qu'il y a quoi que ce soit que tu aimerais changer, que tu aimerais transformer dans tes croyances, dans ta manière de vivre une relation de couple, pour que, éventuellement, une prochaine fois, si tu choisis de te remettre en couple, eh ben, que tu puisses le vivre de manière plus légère, plus libre, et que ce soit beaucoup plus confortable pour toi? Voilà pour ces quelques pistes d'exploration non exhaustives, hein. Si tu sens qu'il y a du soulagement et qu'il y a un vrai ouf, une vraie libération au moment d'une rupture amoureuse. Mais au moment d'une rupture amoureuse, peut-être que tu ressens pas du tout ça. Peut-être que tu ressens c'est plutôt une espèce de grand vide, un grand déchirement intérieur et qui te terrifie. Un certain nombre de personnes, quand elles se mettent en couple, ont cette sensation comme ça d'avoir trouvé leur moitié. Ça veut dire qu'elles ne se considèrent pas entières et complètes seules et qu'elles sont à la recherche d'un autre, d'une autre, qui va les compléter. Et ça peut être hyper sécurisant, ça, sur le plan affectif. Dans le cadre de ce type de relation, le fait d'être en couple avec quelqu'un d'autre, ça va donner des repères, ça va nous mettre dans un certain contexte qui va nous donner des codes, avec, comme je te disais tout à l'heure, ce qui se fait pas, un certain nombre de repères qui sont très structurants, et ça peut être extrêmement sécurisant, ça peut faire beaucoup de bien aussi. Il va y avoir comme ça une forme de codépendance qui va se mettre en place dans le couple, où chacun va plus ou moins consciemment chercher à nourrir les besoins de l'autre et à prendre soin de l'autre. Et c'est sûr que là, dans ce type d'interaction, quand ça se construit comme ça, eh bien une rupture amoureuse, ça va apporter du chaos, ça va tout casser, ça va être hyper insécurisant. Et se confronter à ce vide, pour beaucoup de personnes, ça va être un déchirement, ça va être terrifiant. Quand il n'y a pas suffisamment d'autonomie, quand il n'y a pas cette certitude d'être déjà en soi-même complet, le fait de retrouver cette liberté, en fait, c'est juste terrifiant. Et là, c'est le moment de réaliser, et souvent douloureusement, l'étendue et l'ampleur de la dépendance que l'on avait installée dans le cadre de sa relation avec l'autre. Si cette manière de vivre la rupture amoureuse, ça te parle, alors voici quelques questions, quelques aspects non exhaustifs à observer sur la manière de se positionner dans le cadre d'une relation amoureuse. Quand l'autre n'est pas là, est-ce qu'il te manque? Est-ce que tu sens comme un vide à l'intérieur? Est-ce que seul, tu te sens déjà comme complet, complète et autonome? Ou est-ce que tu sens que tu as besoin de l'autre pour être bien,
pour être à l'aise, pour être heureux? Est-ce que tu crois que tu as besoin d'être en couple ou est-ce que tu crois que tu as besoin de cette autre personne pour te sécuriser, pour te structurer, pour te sentir à l'aise dans ta vie? Si tu es dans le cadre d'une rupture amoureuse, quels sont les repères que t'avait apporté cette relation avec cette personne? Quels sont les besoins que cette relation avec cette personne avait contribué à nourrir? Qu'est-ce qui était précieux pour toi dans le cadre de cette relation? Voilà pour ces deux exemples qui peuvent paraître complètement opposés. D'un côté, la libération et le soulagement, donc on pourrait dire c'est plutôt joyeux, et de l'autre côté, la terreur, le désespoir, la profonde solitude qui est juste super douloureuse. Eh bien en fait, et peut-être que ça va te parler ce que je vais te dire, en fait on peut ressentir les deux en même temps. Oui, l'être humain est ainsi fait que des états émotionnels complètement paradoxaux peuvent complètement cohabiter en nous. Bah oui, parce que nous sommes multiples, nous avons différentes parts en nous, différentes parties en nous, qui ont différents besoins, qui ont différents aspects, et on peut très bien se sentir à la fois soulagé, et en même temps profondément triste, et que ce soit profondément aussi douloureux. Il peut cohabiter de la joie et de la tristesse, tu vois, donc c'est pas être fou ou être anormal de ressentir comme ça des tiraillements entre des aspects émotionnels en soi complètement paradoxaux. C'est riche d'être un être humain quand même, non, tu trouves pas? En tout cas, quoi qu'il en soit, je pense que tu as compris le principe. La manière dont tu vas vivre cette rupture amoureuse, ça va être complètement en miroir avec la manière dont tu as vécu cette relation, avec tes croyances, avec ta posture, avec tes représentations. Et c'est bien pour ça que la manière dont tu vas vivre cette rupture, c'est un superbe moment pour te rencontrer en profondeur et pour confronter tout un tas de choses hyper riches sur toi, sur ce que tu crois et sur qui tu es en fait. Quatrième clé pour mieux vivre une rupture amoureuse, l'importance de la conscience de soi au cours des différentes étapes de cette rupture qui est un deuil. Tout deuil, comme je te le disais tout à l'heure, passe par différentes étapes. Et plus tu vas avoir conscience de où tu en es, de ce que tu ressens, de ce qui se passe à l'intérieur de toi, plus tu vas pouvoir t'accompagner toi-même au cours de ce processus et de ces différentes étapes. Quelles sont les différentes étapes de ce deuil lors d'une rupture amoureuse? Les deux premières étapes sont quand même dans le registre du déni. Non, non, je ne veux pas voir que c'est fini. Alors au tout début, il peut y avoir un déni partiel. Non, non, ça continue, tout va bien. Et puis il peut y avoir cette phase de déni partiel où on alterne entre colère, tristesse, douleur, et puis des moments d'espoir. Et puis on passe comme ça par des montagnes russes d'espoir et de désespoir. Dans les moments d'espoir, on va essayer de négocier, de faire redémarrer la relation sur de nouvelles bases. Et parfois c'est effectivement juste, parfois on peut recréer la relation autrement. Donc là il y a vraiment un vrai discernement à avoir de chacun des deux pour voir ce qui est possible et pour voir ce qui est terminé. Donc là il y a une lucidité à avoir sur ce qui est en train de réellement se passer. Mais tu vois, donc il y a ce moment comme ça d'oscillation. On va y arriver, on va faire mieux, on va recréer la relation autrement. Et puis c'est colère, c'est désespoir, c'est fini, je suis au fond du gouffre. Tu vois, donc il y a ce moment comme ça un peu instable. Évidemment, une phase de déni, que ce soit un déni total ou un déni partiel, c'est là pour nous protéger de la suite, parce que la suite c'est tellement douloureux, c'est de se confronter à la réalité que bah oui, c'est fini. Cette phase de confrontation à cette réalité, elle peut aussi avoir différentes phases. Bien souvent, il peut y avoir au début une phase de colère, parce que c'est vraiment too much pour moi, cette rupture, c'est vraiment trop, c'est au-delà de mes limites, et donc il va y avoir une forme d'autoprotection en exprimant des accusations, des reproches, des griefs, et là on est dans cette colère, on n'accepte pas du tout le fait que ce soit terminé. Après cette étape de colère, donc on est dans cette énergie d'agressivité, de rejet, de tout, il peut venir l'étape de la tristesse, voire du désespoir. Dans la tristesse et le désespoir, on se confronte au fait que c'est fini et on commence à l'accepter. On s'y résigne, c'est jugé encore comme quelque chose de négatif.
Là, les énergies peuvent descendre très bas, on est dans une forme de dépression, on peut ne plus avoir goût à rien. Et c'est important de s'autoriser à traverser cette étape aussi en conscience. C'est un moment de digestion et d'intégration que, bah oui, c'est fini. Et ce qui peut aider à vivre cette étape très douloureuse de la tristesse, de désespoir, de dépression, c'est de savoir que ça ne va pas durer éternellement, même si on a un peu cette impression quand on est au fond du trou, mais non, ça ne va pas durer éternellement, et après viendra la régénération, une acceptation qui est basée sous le signe de quelque chose de constructif, de positif, avec une guérison. C'est-à-dire que là, on confronte que bah oui, c'est fini, mais on est capable de voir qu'en fait, c'est une bonne chose. On peut avoir de la gratitude, non seulement par rapport à ce qu'on a vécu dans la relation, et aussi de la gratitude par rapport au fait que ça soit fini. Et tu vois, pour vivre ces différentes étapes en conscience, pour s'accompagner le long de ce chemin, ben ça veut dire d'être à l'écoute de soi, ça veut dire de se connaître, ça veut dire de se laisser de l'espace pour vivre, pour respirer ces différentes émotions et ces différentes choses qui se transforment à l'intérieur de soi. Et ça, c'est quelque chose qui se choisit à chaque instant. Et je sais bien que dans les modes de vie que l'on a actuellement, c'est pas toujours facile de se laisser cet espace. Et ça veut dire aussi être à l'écoute de ses limites, des moments où on a besoin de mettre de la distance, peut-être avec l'autre ou avec un certain nombre de choses dans sa vie. Et oui, ça demande beaucoup de bienveillance et d'amour pour soi, ça c'est clair. Dans un tel contexte, j'aurais juste envie de te dire, et encore plus que d'habitude, maintenant c'est toi d'abord. Ce toi d'abord, c'est pas de l'égoïsme, c'est juste du bon sens. S'observer, être comme ça à l'écoute de soi, ça va beaucoup aider à vivre ces différentes étapes en conscience, donc à les vivre plus facilement et avec beaucoup plus de confort et de sécurité intérieure. Et tu vas te rendre compte que ces étapes, elles peuvent prendre plusieurs jours, mais elles peuvent aussi prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Ça dépend de la durée de la relation que tu as vécue et du degré d'intensité, de l'engagement que tu as eu dans cette relation. Et à mon sens, c'est super important aussi d'éviter le piège de la fuite en avant. Hein, le truc du style « Allez, je suis un guerrier, j'y vais, je recommence tout de suite une autre relation pour me montrer que je suis capable, que je vais y arriver. » Tu vois, mais commencer déjà une autre relation alors que t'as pas fini de digérer tout ce deuil de la précédente relation, pour moi, ben, tu vas droit dans le mur dans cette nouvelle relation. Il y a des chances qu'il y a des choses que tu répètes, qu'il y a des choses que t'avais pas intégrées. Et voilà, après, c'est ni bien ni mal, c'est juste des expériences. C'est juste de prendre conscience que redémarrer une relation quand tu as fini vraiment ces différentes étapes de deuil et quand tu te sens vraiment ok et à l'aise et posé, il y a des chances que ce soit plus agréable de redémarrer une relation à partir de là. C'est juste ça. Après, moi, je dis ça, je dis rien. C'est sûr aussi que connaître des techniques et des pratiques de présence à soi, de respiration, pour observer et confronter ce qui se passe à l'intérieur, ça va énormément te soutenir. Si tu as besoin de t'entraîner et ou de découvrir peut-être ces pratiques, je te mets le lien là sur le site d'Inflorescence. Il y a des MP3 que tu peux télécharger gratuitement. Et puis comme d'habitude, il y a des choses qu'on peut faire seul, qu'on peut faire par soi-même, et tu sais bien à quel point j'ai un grand goût pour l'autonomie et j'ai vraiment à cœur de soutenir l'autonomie de chacun, je trouve ça hyper important. Et en même temps, il y a aussi des choses qu'on ne peut pas faire seul, et parfois on a besoin du soutien de l'autre, du regard, de l'écoute de l'autre, de l'accueil de l'autre, pour traverser certains moments de sa vie, certains défis qui sont vraiment compliqués et douloureux. Donc ça peut être l'écoute d'un ami, d'un proche, évidemment, et si tu sens que tu as besoin de soutien, d'accompagnement, tu peux aussi me contacter directement en utilisant ce lien. Parfois on a la sensation d'être bloqué, de rester comme ça, enfermé dans les mêmes émotions, dans les mêmes mécanismes, on a l'impression de ne pas s'en sortir. Dans ces cas-là, c'est sûr qu'un accompagnement, ça peut vraiment être précieux. Et puis parfois, c'est pas vraiment qu'on est bloqué, c'est qu'on a l'impression que ça va pas assez vite, que c'est un peu lent, qu'on aimerait bien être déjà passé à autre chose. Et là, c'est évident qu'il y a aussi des mécanismes de fuite, pour pas se confronter à certaines souffrances, à certaines prises de croyances, à certaines transformations qu'on a en fait besoin de faire à l'intérieur de soi. Donc je t'invite à discerner et à bien regarder où tu en es,
Si tu te sens bloqué, tu sens qu'un accompagnement, ça pourrait vraiment t'être utile et te sortir de là, ou s'il n'y a pas comme ça cette forme d'impatience, si tu n'as pas juste besoin de te donner ce temps d'intégration et de digestion. Bah oui, parce qu'en fait, ça sert à rien de tirer sur l'herbe, elle va pas pousser plus vite. Donc il y a un rythme naturel, il y a un temps comme ça nécessaire de digestion, d'intégration. Et ça, c'est aussi une forme de sagesse, de savoir discerner quand c'est ça qui est en train de se passer, et de l'accueillir et de le respirer aussi. Rester à l'écoute de toi au cours de ce processus, ça va t'aider aussi beaucoup à discerner où sont tes réels besoins, et tu vas comme ça pouvoir t'entraîner à en prendre soin par toi-même et à gagner en autonomie. Et rester à l'écoute de toi, rester comme ça en présence, ça va aussi beaucoup t'aider à t'entraîner, à discerner où sont tes limites. Tu sais, quand tu commences à ressentir de l'agacement, de la colère, de l'irritation, c'est souvent que là, y a tes limites qui sont en train d'être franchies. Donc plus tu vas t'en rendre compte rapidement, plus tu vas être en mesure d'en prendre soin. Peut-être de dire « bah non, là j'ai pas envie » ou « bah non, ça c'est pas possible ». Tu vois, donc ça aussi c'est hyper précieux, ça s'apprend, c'est un entraînement. Alors une fois de plus, si tu cherches des outils, des pratiques pour t'entraîner dans ce sens, tu peux utiliser ce lien et aller voir sur le site d'Inflorescence. Il y a tout ce qu'il faut. Cinquième clé pour mieux vivre une rupture amoureuse, et vraiment pas des moindres, sortir enfin de cette posture de culpabilité, d'accusation, de reproche, de rancœur, pour aller plutôt vers une posture de non-jugement et de prise de responsabilité. Comment reconnaître qu'on est dans cette posture de culpabilité? C'est assez simple. Qui dit culpabilité dit accusation, dit reproche, dit rancœur, dit qu'il y a un bourreau ou un persécuteur et donc une victime, et peut-être un sauveur, c'est ce qu'on appelle le triangle de Cartman. Qui dit culpabilité dit jugement, qu'il y a bien et mal. Donc là, ce qu'il a dit ou ce qu'elle a dit ou ce qu'il a fait ou ce qu'elle a fait, c'est bien ou c'est mal. Donc à partir du moment où il y a un jugement de bien et de mal, en général, ça va très vite dériver vers de l'accusation et de la culpabilité. J'imagine que tu vois, que tu mesures à quel point cette posture est hyper utilisée par beaucoup d'entre nous dans le cadre d'une rupture. C'est évident, non ? Si tu veux en savoir plus sur cette posture de culpabilité, je t'invite à aller voir cette vidéo. Sortir de la culpabilité et des rôles de victime, bourreau et sauveur. J'y détaille tout un tas de mécanismes et je ne vais pas y revenir ici. Quelles sont les conséquences de fonctionner dans cette posture de culpabilité et de jugement lors d'une rupture amoureuse? Eh bien déjà, ça ferme complètement la connexion, ça ferme le dialogue, il n'y a plus d'échange. Quand on s'installe dans cette posture de la culpabilité, on incarne un rôle, on a un masque. Ça va être bien souvent celui de la victime, ça peut être celui du bourreau ou de sauveur, pourquoi pas. En tout cas, on est dans un rôle et on n'est plus réellement en contact avec le réel, avec ce qui se vit là dans les tripes et qui est douloureux et qu'on n'a pas envie de ressentir. Donc c'est quand même une stratégie de protection qui est vraiment très utilisée. Quand on est pris comme ça, dans cette posture de la culpabilité, on projette souvent sur l'autre, sur la relation, tout un tas d'histoires, de scénarios, des choses qui viennent souvent de notre enfance, de nos anciennes blessures, et donc on projette tout ça sur l'autre, et on ne voit plus vraiment la relation ou l'autre tel qu'il est. On est pris, on est enfermé dans nos propres souffrances et dans nos propres projections. Et comme ça, on tourne en rond, on tourne en boucle, on est sans arrêt en train de projeter les mêmes catastrophes, les mêmes histoires, les mêmes scénarios, et on n'en sort pas. Et le fait, justement, que ça se répète encore et encore, ça contribue à valider ses croyances, à valider ses mécanismes et à les nourrir. Et c'est comme une prison mentale et émotionnelle dans laquelle on s'enferme. Eh bien, sache qu'il est vraiment possible de vivre ces relations, et donc une rupture aussi complètement différemment. Il est possible de choisir, à un moment donné, une posture de non-jugement. Une posture, une vision des choses dans laquelle il n'y a pas de bourreau, il n'y a pas de victime, il n'y a pas de bien et il n'y a pas de mal. Il y a juste des expériences avec des causes et des conséquences, mais il n'y a plus de jugement. Il y a souvent de la confusion là-dessus, une confusion entre la culpabilité
et la causalité. La culpabilité, c'est une personne a dit ou fait quelque chose, et moi, suite à ce qui a été dit ou fait, je me sens pas bien, je me sens mal, donc l'autre, c'est de sa faute. L'autre est méchant, l'autre est le bourreau, et moi, je suis sa victime. Ça, c'est la culpabilité. Voir la situation depuis l'angle de sa propre responsabilité et dans une posture de non-jugement, c'est complètement différent. La personne a bien dit ou fait quelque chose, c'est un fait, je le nie pas, cette personne a dit ou fait quelque chose, et j'observe que moi, je me sens de telle ou telle manière. Il n'y a pas forcément un lien de causalité déjà. Quelle est la vraie cause, la vraie raison pour laquelle moi je me sens de cette manière quand j'entends ça ou quand je vois l'autre faire ça? Tu vois, donc déjà il y a à remettre la causalité au bon endroit. Tu peux voir l'autre qui a dit ou fait cette chose comme un déclencheur, mais en général la cause, elle est surtout à l'intérieur de moi. Qu'est-ce que j'ai projeté sur l'autre qui a dit ces paroles? Est-ce que j'ai projeté quelque chose de mon histoire, de mon enfance, qui fait que quand l'autre dit ça, alors moi je pars complètement en vrille et je suis en réaction et je suis super mal? Mais la cause, est-ce qu'elle est vraiment dans la parole de l'autre? Ou est-ce que la cause, elle est dans les blessures que je porte qui font que je me sens mal quand cet autre dit ça? Tu vois, donc l'autre n'est plus coupable. L'autre, c'est juste un déclencheur, un proposeur d'expérience qui me permet de me rendre compte quelles sont les blessures, les croyances que je porte, moi, intérieurement. Mais c'est ça, la cause, la vraie cause. Et c'est pour ça que je peux prendre ma responsabilité à la fois dans la relation et à la fois dans la rupture. Parce que les causes, elles sont à l'intérieur de moi, et là, je peux agir dessus. Je peux aller guérir ces causes. Quand les causes sont guéries, quand l'autre va dire les mêmes paroles ou faire les mêmes actions, eh ben, so what? Si c'est des paroles ou des actions avec lesquelles je ne suis pas en accord, peut-être que je vais avoir de la compassion pour l'autre, peut-être que je vais pouvoir lui dire pourquoi c'est pas en accord pour moi d'entendre ces paroles ou de voir ces actions-là, mais je suis plus du tout bouleversée en vrac ou en réaction. Moi, je suis tranquille, et à partir d'un espace d'amour et de compassion, je peux exprimer mes limites et pourquoi c'est pas en accord. Donc tu vois, la culpabilité et les liens de causalité et de responsabilité, mais c'est complètement deux mondes différents. Quelles sont les conséquences dans le cas d'une rupture amoureuse de pouvoir se poser comme ça, dans cette posture de non-jugement et de responsabilité? Bien sûr, ça va être merveilleux pour entretenir ce climat d'écoute, d'échange, et pour faire en sorte que la connexion reste vivante. À partir de cette posture-là, je n'ai pas besoin de mettre de masque, je n'ai pas besoin de me cacher, je n'ai pas besoin de prendre un rôle, ni de victime, ni de bourreau, ni de sauveur, ni quoi que ce soit. Je peux juste rester là, avec ce que je ressens, y compris dans ma vulnérabilité, y compris si ça fait mal. Et si ça fait mal, ben je fais de mon mieux pour aller voir ce qui se passe, parce que je sais que l'autre, dans ce qu'il a dit ou dans ce qu'il a fait, c'est juste un déclencheur qui me révèle vraiment ce qu'il y a, moi, à l'intérieur de moi. Et ça, une fois que j'en ai conscience, je peux aussi l'exprimer à l'autre. Et l'autre, ça le libère, ça, quelque part, parce qu'il voit bien que finalement, ce qui me traverse, les émotions, ce qui est douloureux, ce qui est actif en moi, ça ne parle que de moi, ça ne parle pas de lui. Et donc le fait de prendre conscience et de ces projections, de les exprimer, de les partager, de débriefer comme ça avec l'autre en toute authenticité, c'est libérateur pour les deux. Là, dans cette posture-là, surtout si elle est réciproque et si elle est partagée par les deux personnes, ça laisse de l'espace pour que chacun puisse reprendre ses responsabilités, voir ce qui appartient à chacun, chacun reprend ses billes, et puis ça laisse de l'espace pour intégrer, pour digérer, et pour, oui, guérir et transformer ce qui a besoin d'être guéri et transformé avec beaucoup plus de tranquillité, de sérénité, et de sécurité en fait. Parce qu'à partir du moment où la souffrance n'est pas rejetée comme ça sur l'autre ou sur la relation, ça ouvre enfin de réels potentiels de guérison et de libération intérieure. Rappelle-toi, tu ne peux pas agir sur la relation tout entière ni sur l'autre, tu peux agir que sur ce qui se passe à l'intérieur de toi. Si tu te rends compte que dans le cas d'une rupture ou d'une relation, tu fonctionnes plutôt à partir de la culpabilité, ce qui est normal, on a tous été plus ou moins éduqués comme ça, et que tu as du mal à voir comment tu pourrais prendre ta responsabilité, voici une petite liste de questions, toujours non exhaustives,
pour t'aider à basculer vers le non-jugement. Peut-être que tu pourrais commencer par regarder pour toi, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné dans cette relation? Qu'est-ce que tu aurais envie de reprocher à l'autre? Et peut-être qu'est-ce que tu aurais tendance à te reprocher aussi à toi-même? Une fois que tu es au clair avec ces reproches et ces accusations que tu auras envie de faire à l'autre et envie de te faire à toi-même, et que tu as commencé à identifier quels sont ces mécanismes de sabotage ou ces mécanismes destructeurs, alors peut-être que tu peux regarder dans ton passé pour voir si ces mécanismes, tu les connais pas déjà. Est-ce que tu les as pas déjà utilisés ou rencontrés dans d'autres relations? Et ça peut être super intéressant de faire un feedback comme ça, de retourner dans le passé pour voir quelles sont les différentes relations où tu as déjà rencontré ces mécanismes destructeurs. Et n'hésite pas à remonter jusqu'à ton enfance et à voir si ce type de mécanisme, tu les retrouves pas, y compris peut-être dans tes relations avec papa, maman, tes frères et sœurs, et ces figures importantes avec lesquelles tu t'es construite au tout début de ta vie. Ce qui nous amène à la 6e clé pour mieux vivre les ruptures amoureuses. Cette 6e clé, c'est de prendre conscience qu'en fait, inconsciemment, on choisit comme partenaires des personnes qui vont avoir tendance à nous faire revivre d'anciennes blessures, d'anciens mécanismes de notre passé, parce que les revivre et les réactiver, ça va nous permettre de les guérir. Donc non, c'est pas du tout un hasard si, depuis plusieurs relations, au bout de quelques semaines, quelques mois, quelques années de relation, tu te rends compte que ça commence à partir en vrille comme avec papa ou comme avec maman et qu'il y a les mêmes mécanismes et ces mêmes trucs que tu supportes pas, comme avec ton père ou comme avec ta mère. Il n'y a aucun hasard là-dedans. Et l'invitation, c'est quoi? C'est d'aller rencontrer l'enfant, là, à l'intérieur de toi, qui a certaines croyances sur ce qui a été vécu, qui a certaines blessures qui sont à rencontrer, qui sont à guérir. Et plus tu vas prendre soin de cet enfant et ses différentes parts à l'intérieur de toi, plus tu vas les guérir, plus tu vas libérer ces charges émotionnelles, plus tu vas transformer ton regard, tes croyances sur ce que tu as vécu, plus dans tes relations, ça va être fluide, ça va être léger, et tu projetteras d'autres choses, parce qu'en fait, c'est jamais fini. Plus l'amour est intense dans une relation, plus il y a un engagement qui est profond et qui est sincère dans une relation, plus ça réactive nos peurs, nos insécurités, nos manques, nos blessures. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est bien pour ça d'ailleurs que tout un tas de personnes esquivent les relations où ils vont comme ça, légèrement, sans trop s'engager. Parce qu'on sait très bien que plus on s'engage, plus il y a la contrepartie que derrière, ça peut faire mal. C'est tout le paradoxe et c'est toute l'ambiguïté de ces relations amoureuses. C'est à la fois tellement magnifique et ça peut à la fois tellement nous mettre en vrac. Et l'invitation, elle est toujours la même. Si on est en vrac, c'est qu'on a des choses à guérir. Alors allons-y, allons les guérir. Je sais que c'est pas facile, je sais que c'est facile à dire, mais en tout cas, je peux te témoigner que c'est possible. Et tu vas voir tes relations se transformer, et il n'y a pas forcément besoin qu'il y ait des ruptures toujours amoureuses. Tu peux voir tes relations se transformer à mesure que tu te guéris là, à l'intérieur. Il y a vraiment cette posture intérieure que je trouve tellement précieuse et qui va beaucoup te servir dans le cas d'une rupture amoureuse et qui va te servir même en général, je crois, pour toutes les épreuves et pour tous les défis de la vie. C'est vraiment de prendre la vie juste comme un enseignement, de rester ouvert, de rester dans cette posture de « je ne sais pas », je suis prête à apprendre, je suis prête à me remettre en question, je suis prête à accueillir et à regarder ce qui est là avec beaucoup d'humilité, parce que j'ai beaucoup à apprendre et c'est jamais fini et je suis jamais arrivée nulle part. Donc là, dans cette rupture, ok, regardons, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je peux encore guérir? Qu'est-ce que je peux encore transformer? Qu'est-ce que je peux encore apprendre? Et à partir de là, tu peux vraiment considérer une rupture amoureuse et toute expérience de la vie comme un cadeau, comme un enseignement profond, comme une sagesse qui est là, comme un joli cadeau que tu as juste à déballer. À partir de là, tu peux vraiment ressentir une gratitude qui est dans les tripes, qui est incarnée, qui n'est pas juste un mantra ou une construction mentale. À partir de là, tu n'as jamais fini de grandir en conscience. Rien n'est sûr,
Rien n'est jamais acquis. Et là, les relations deviennent autrement plus riches et passionnantes. Voilà ce que j'avais à cœur de partager avec toi pour répondre à cette question, comment réussir une rupture amoureuse. Pour finir et en conclusion, je voudrais juste t'inviter peut-être à prendre un peu de recul avec cette notion de réussir une rupture amoureuse. Réussir sa vie, réussir une relation, réussir sa vie professionnelle, réussir. Il y a comme une injonction, quelque chose que je trouve assez dur et qui peut être assez violent, parce que la contrepartie de réussir, c'est qu'on peut rater. Est-ce qu'on peut vraiment rater sa vie? Est-ce qu'on rate vraiment une relation? Est-ce qu'on rate vraiment une rupture? Moi, je trouve ça super dur, je trouve ça super violent, de cette contrepartie de la réussite qui vient avec le fait de rater. N'hésite pas à me dire ce que t'en penses, toi, dans les commentaires. Pour moi, dans ma réalité, on ne réussit pas ou on ne rate pas sa vie. On la vit, tout simplement, on la traverse, on fait ses expériences. Alors ok, une rupture amoureuse, tu peux la vivre de manière plus ou moins confortable, tu peux traverser plus ou moins rapidement ces étapes de deuil, tu peux la vivre avec plus ou moins de conscience, en tirer plus ou moins facilement les différentes sagesses et différentes intégrations. Ok, est-ce que c'est ça, réussir ou rater une rupture amoureuse? Je te laisse le décider. En tout cas pour moi, il n'est pas question ni de réussir, ni de rater, ce sont juste des expériences. La vie a ceci de magique et d'incroyable que de toute façon, elle va toujours te proposer des expériences que tu as besoin de vivre pour aller guérir ce que tu as à guérir, pour aller résoudre et transformer ce que tu as à résoudre et de transformer. Donc il y a juste à profiter du spectacle et faire de son mieux pour respirer et vivre ce qui est là. Et si tu vois que ça se répète et que c'est toujours un peu le même menu, bah sache qu'il est possible de transformer et libérer des choses à l'intérieur de toi pour que le menu y change. Mais après, le processus en lui-même, il est jamais terminé, c'est jamais fini. Tant qu'on est là, sur cette terre, qu'on est incarné, qu'on est vivant, bah oui, il y a sans arrêt des défis, et encore des défis, et des défis. C'est ça le jeu. Et pour moi, dans ma réalité, tu peux pas rater, tu peux pas réussir. Il y a juste des expériences qui se succèdent. En tout cas, si ce qui est là pour toi en ce moment, c'est une expérience de rupture amoureuse, alors je te souhaite sincèrement de pouvoir vivre ce moment délicat avec le plus de douceur et de conscience possible. Et je t'invite à prendre grand soin de toi. Si cette réponse, ça t'a donné envie d'approfondir cette notion de présence à soi, si ça t'a donné envie d'explorer des pratiques de conscience de soi, alors n'hésite pas à demander cet e-book, 10 clés essentielles pour inviter davantage de présence consciente dans sa vie, c'est complètement gratuit. Si tu as aimé ce contenu et si tu penses qu'il pourrait être utile à d'autres personnes pour mieux vivre une rupture amoureuse, n'hésite pas à soutenir sa diffusion. Tu peux liker, tu peux commenter et bien sûr, tu peux partager largement dans les réseaux sociaux. Je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Je t'embrasse. Bye bye.